Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Et aujourd'hui, je suis un peu obligé de faire écho à ma dernière vidéo avec un retour sur les questionnements qui se posent dans le contexte des hostilités Israël-Iran. Les États-Unis viennent d'intervenir et ça n'a pas aidé le Bitcoin à remonter la pente. Depuis le début, la réaction du marché crypto a été négative et on avait parlé à ce moment-là de l'idée qui semble se cacher derrière cette trajectoire. Le Bitcoin ne donne pas l'impression aujourd'hui d'être véritablement considéré comme actif de réserve en toutes circonstances. Il est imprévisible et il bouge très vite quand des événements du genre se produisent, même si ce n'est pas toujours à la baisse. Pour les investisseurs, c'est un phénomène qui peut être stressant. Ce qui nous amène donc à une deuxième question qui est plus subjective. Est-ce que votre exposition au marché crypto est appropriée ? En 2025, les banques n'ont aucun problème à recommander à leurs clients les plus fortunés d'investir un peu dans la crypto, comme BBVA en Espagne qui indique à ses clients qu'ils devraient détenir entre 3 et 7% de leur portefeuille en Bitcoin. Mais ça, c'est pour les gens raisonnables et accessoirement qui ont déjà beaucoup d'argent. Quand on est à la fois passionné, jeune et pauvre, avoir 20, 30 ou 50% de sa fortune en crypto, ça n'est pas complètement impossible, même si ça n'est absolument pas le choix le plus rationnel. Et plus le pourcentage monte, plus il y a de chances que les variations soudaines de prix deviennent stressantes et nous poussent à faire des bêtises. Alors, pour vous aider à trouver le juste milieu et miser sur la crypto sans pour autant porter atteinte à votre propre santé mentale, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un article très intéressant publié sur notre site et écrit par notre collègue le Crypto Comptable, qui est accompagné d'un petit formulaire pour déterminer en 5 questions si vous avez investi dans la crypto un pourcentage de votre fortune qui est optimal pour vous, afin d'éviter autant la peur de rater le train que le stress des variations de prix. Le lien est disponible en commentaire, alors si vous êtes occasionnellement stressé par les marchés, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Car c'est par ailleurs une question à laquelle il vaut mieux réfléchir aussitôt que possible. Dans les années à venir, il y a des chances qu'on voit la volatilité de tous les marchés se démultiplier au cours des crises économiques majeures qui nous sont promises. Cette semaine, la dette américaine a dépassé le montant total de 37 000 milliards de dollars avec un ratio dette-PIB de 122%. Un niveau de dette tellement élevé qu'il était autrefois seulement atteint en période de guerre. Tenez par exemple ce graphique qui relate le niveau de dette des Britanniques avec la courbe bleue. Les zones surlignées en bleu sont des moments où il y a eu des guerres, et sans surprise, quand il y avait une guerre, ça monte, et en période de paix, ça redescend. Sur cet autre graphique, on a le ratio dette-PIB moyen du G20 en rouge orangé, qui était à moins de 50% pendant toute la période qui a précédé les guerres mondiales, et qui est passé au-dessus avec la première, jusqu'à un pic à presque 150% la deuxième, avant de redescendre assez vite jusqu'en 1970. À ce moment, avec la fin de Bretton Woods, il y a une sorte de changement de paradigme, et même en période de paix, les États ont commencé à s'endetter sans compter. La Troisième Guerre mondiale a beau ne jamais avoir commencé, depuis cette décennie fatidique, le ratio dette-PIB s'est envolé sans cesse. Juste un peu plus lentement qu'en 1940. Et aujourd'hui, la situation est difficilement tenable. Le futur du système financier moderne est en danger et avec lui la position des États-Unis, notamment face à la Chine qui fait tout ce qu'elle peut pour devenir calife à la place du calife. On a entre ces deux pays un duel silencieux pour la suprématie qui se prépare avec des stratégies bien différentes et notamment en matière de crypto. Du côté des États-Unis, c'est plutôt clair, depuis le retour de Trump, il y a une volonté d'intégrer autant que possible la crypto à leur économie. Cette volonté s'était traduite notamment il y a quelques temps par le remplacement du célèbre Gary Gensler, le croque-mitaine de la crypto états-unienne pendant des années. Et cette semaine, on a appris que son remplaçant, Paul Hodgkins, met les bouchées doubles pour que la crypto puisse mieux s'intégrer en toute légalité au système financier états-unien. Pour cela, il a directement annulé la mise en place de règles proposées par son prédécesseur qui n'avaient pas encore été finalisées. Pas une, pas deux, pas trois, mais bien 14 règles de Gary Gensler, parmi lesquelles de nombreuses règles sur la bourse américaine, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne, une règle qui voulait soumettre les plateformes d'échange décentralisées à la SEC. En parallèle, le Genius Act dont on avait parlé récemment continue de faire son chemin au Parlement états-unien après avoir été validé par le Sénat. Et bien évidemment, il n'y a pas que Washington DC qui tend la main vers la crypto, le secteur privé cherche également à surfer sur cette vague. La société Semler Scientific a fait parler d'elle il y a quelques jours en annonçant qu'elle prévoyait de multiplier par 28 la quantité de bitcoin qu'elle détient pour atteindre un total final de 105 000 bitcoins en 2027. Cette société, fondée en 2007, spécialisée à l'origine dans les technologies médicales de pointe, a effectué en 2024 un virage vers le bitcoin qu'il a plus ou moins transformé en fonds d'investissement, sans pour autant abandonner totalement son activité médicale. C'est une transformation assez radicale de l'industrie vers la crypto qui peut d'ailleurs aussi prendre place dans l'autre sens. Car ce que nous avons également appris en début de semaine, c'est que l'inénarrable Justin Sun et son réseau Tron vont entrer dans la bourse américaine grâce à une fusion inversée avec SRM Entertainment. C'est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de jouets, souvenirs et autres produits destinés à transformer leurs détenteurs en publicité ambulante pour des grandes sociétés.
Pourtant, SRM Entertainment va changer de nom pour devenir Tron Inc. et même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire en ce qui concerne les activités futures de la société, ça n'a pas empêché l'action SRM de voir son prix passer de 1,45$ à plus de 12$ en une semaine. Enfin, outre ces carabistouilles qui tournent autour de la bourse, il y a aussi des sociétés américaines qui intègrent simplement la crypto aux services qu'elles offrent sans nécessairement changer d'activité. Ce sera peut-être bientôt le cas de la célèbre banque JP Morgan Chase qui a déposé dimanche dernier une nouvelle marque intitulée JPMD. Celle-ci porte sur des services liés aux actifs numériques, comme on peut le constater dans ce paragraphe très indigeste qui établit une liste de dizaines de variantes de plusieurs phrases liées à la crypto et à la finance. Et en réfléchissant un tout petit peu, on peut imaginer que JPMD veut dire JP Morgan dollar. Ce n'est pas garanti puisque rien n'a été annoncé par JP Morgan pour l'instant, mais au moins c'est cohérent. Et donc face à ces stratégies états-uniennes assez diversifiées autant au niveau du public que du privé, on a en Chine une approche beaucoup moins cryptophile, parce que le gouvernement, et a fortiori le parti communiste, n'aiment pas trop la crypto. Pour tuer dans l'œuf toute possibilité de véritable dissidence politique, le contrôle de l'argent est un des outils les plus essentiels, et quand on laisse aux citoyens la possibilité d'utiliser des monnaies alternatives qui sont incensurables, c'est tout de suite plus difficile. Donc la Chine, qui rejette à la fois la crypto et les États-Unis, n'a plus qu'une seule solution pour devenir numéro 1, c'est d'inciter les autres États à se servir du yuan. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait en annonçant mercredi la création à Shanghai d'un centre opérationnel dédié au yuan électronique. L'objectif en est clairement affiché. D'après Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque centrale chinoise et membre de haut rang du Parti communiste chinois, les infrastructures de paiement transfrontaliers peuvent facilement être politisées, transformées en armes, et utilisées comme outil de sanctions unilatérales, ce qui endommage l'ordre financier et économique mondial. C'est donc dans un objectif incontestable d'altruisme et de générosité que le gouvernement chinois se présente comme sauveur du système financier mondial en apportant une alternative créée uniquement dans le but de stabiliser le système, et pas du tout pour tenter de prendre la place des États-Unis tout en supprimant toute possibilité de sanctions quand ils auront envie de faire des choses comme envahir Taïwan. Mais même si la politique du gouvernement chinois est un peu ridicule, on peut quand même se demander qu'en est-il du secteur privé ? Eh bien, étant donné que ceux qui s'éloignent un peu trop de l'idéologie du parti ont pris l'habitude de disparaître quelque temps pour réapparaître légèrement différents, même les plus ambitieux des grands patrons chinois préfèrent y aller très doucement avec la crypto, ou alors l'éviter complètement. Un exemple qui date aussi d'il y a quelques jours, c'est celui de Jingdong, plus connu sous le nom de JD.com. Cette entreprise de commerce en ligne vient en effet d'annoncer le lancement prochain de sa propre monnaie stable. Mais 1. On ne sait pas sur quelle monnaie fiduciaire elle sera indexée, et 2. Elle ne sera probablement pas disponible en Chine puisque cette initiative a été qualifiée de « projet à l'étranger ». Encore une fois, il y a cette volonté à peine voilée du parti de maintenir le contrôle sur la population chinoise en les privant de toute alternative, mais sans pour autant se priver des impôts obtenus grâce aux revenus générés par les alternatives en question. Est-ce que ce rejet quasi total de la crypto sera une stratégie gagnante ? Les paris sont ouverts. Mais en Asie, la Chine semble faire exception. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont très friands de crypto. Le Vietnam, par exemple, vient de légaliser les crypto-monnaies et affiche ouvertement l'ambition de devenir le centre technologique de la région. Une ambition qui risque de le rester, mais qu'on peut saluer malgré tout. Et en Thaïlande, juste à côté, où la crypto était déjà légale, c'est une exonération d'impôts sur les plus-values pendant 5 ans qui a été mise en place, ce qui va sans nul doute attirer beaucoup plus d'investisseurs qu'une simple légalisation. Enfin, évidemment, il y a aussi la Corée du Nord, pour laquelle la crypto est une source quasi inépuisable d'argent à voler pour financer la survie de sa dictature. Cette semaine, c'est un nouveau virus nord-coréen qui a été découvert. Celui-ci sert à voler l'argent des demandeurs d'emploi dans le secteur crypto avec de bonnes vieilles techniques d'ingénierie sociale et de manipulation. Au cours d'entretiens d'embauche bidons, les Nord-Coréens se débrouillent pour faire exécuter par la victime des commandes malveillantes qui permettent l'introduction du virus sur l'ordinateur. Et ensuite, ils copient tous les cookies et les identifiants de toutes les extensions et programmes liés à la crypto, comme les portefeuilles ou les gestionnaires de mots de passe. Alors si vous cherchez du travail dans la crypto, faites très attention à vous. Ce n'est pas extrêmement difficile d'échapper à leur piège, mais il faut quand même rester vigilant à tout instant. Et sur ce, comme nous en avons fini avec les infos, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!